Bonjour, c'est Charles du Mazan Ventoux Compta Handball. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de notre projet Succès au féminin. Chaque mois, d'ici à la fin de la saison sportive, vous pourrez retrouver nos interviews d'une personnalité forte du monde du handball. Et on va commencer avec notre ambassadrice qui nous soutient dans notre projet, ce projet qui vise vraiment à valoriser la place de la femme dans la société. C'est Lucie Granier, ailière droite de l'équipe de France et de l'équipe de Besançon. Donc déjà pour commencer, bonjour Lucie, et comment ça va? Bonjour. Déjà, je suis contente d'être là avec toi. Ça va bien. Et puis, j'ai hâte qu'on commence. Voilà, on va faire une petite rétrospective un petit peu sur ta carrière. Donc moi, ma première question, c'est comment est-ce que tu as commencé le handball? Parce que je crois savoir que tu as commencé avec le ballon ovale et puis peut-être, voilà, je crois qu'il y a eu du basket aussi et que le hand est arrivé un petit peu par hasard. Tu peux nous raconter un petit peu tout ça et puis voilà, quelles expériences tu as eues dans ces autres pratiques sportives, quoi, parce que j'imagine que ça a participé à ce que tu es aujourd'hui aussi. Bah écoute, j'ai commencé par faire du... Bon, je parle pas de la baby gym à 5 ans parce que j'étais pas très à l'écoute, mais j'ai commencé par faire du rugby. J'adorais ça et j'étais la seule fille. Après, on était deux filles dans l'équipe. Puis ensuite, j'ai changé, j'ai fait du basket. Et où ça me plaisait aussi, je touchais pas énormément la balle parce que j'étais surclassée parce qu'il n'y avait pas d'équipe, mais je me régalais à voir les filles marquer et attraper la balle. Et mon club s'est désintégré. Et ma sœur à l'époque, ma grande sœur Fanny, faisait du handball. Et mon père m'a dit, écoute, et ma maman aussi, essaie le handball, c'est un sport collectif aussi, c'est avec un ballon. Regarde ce que ça fait. Et puis moi, je voulais vraiment pas du tout faire du handball. Je dis, je ferai pas comme ma sœur, hors de question. Je vais pas aimer. Et puis en fait, j'ai fait le premier entraînement à Plan de Cuc et j'ai adoré. Et, aujourd'hui, c'est mon métier. Voilà. Plan de Cuc, pour ceux qui ne connaissent pas, Plan de Cuc, c'est le club de Marseille, c'est le club féminin de Marseille. Voilà, donc tu commences là-bas donc peut-être en moins de 12 ou si mes Ouais. informations sont bonnes. Donc c'est à l'époque voilà, où on court partout sur le terrain, où il y a du grand espace et on peut enchaîner. Donc c'est vrai que c'est un moment où on peut prendre beaucoup de plaisir à courir un petit peu partout, à marquer beaucoup de buts. Et derrière, voilà, comment ça se construit tout ça? Parce que voilà, tu viens un peu par hasard. Il y a un petit peu le côté filial parce que la grande sœur y est, mais voilà, comment un petit peu elle se construit cette motivation au fur et à mesure? Voilà, alors dans un club qui travaille très très bien, évidemment, où l'encadrement est bon, où on sait un petit peu susciter l'intérêt de la pratique, mais comment ça vient un petit peu chez toi là? Ben, je dirais que déjà, moi, j'ai toujours aimé être en groupe, fonctionner avec les gens. J'aurais pas pu faire un sport individuel parce que j'ai besoin de me nourrir des autres. Et dans le hand, c'est vrai que ben, on est en équipe, on est, enfin, je veux dire, on a un but commun, c'est marquer. On a un but commun, c'est pas prendre le but. Et ça, c'est vrai que c'était, enfin, moi, j'adore ça. En plus de ça, on court. Je suis pas gardienne, donc j'adorais courir, j'adorais me projeter vers l'avant. Enfin bon, je disais pas ça comme ça à l'époque, mais j'aimais un peu ce goût de compétition parce que depuis toute petite, j'ai envie de gagner, quoi que je fasse, même quand on fait un petit jeu de famille, on a tous envie de gagner. Donc, Ah, donc, ça a tu commencé es un intraitable aux cartes, à la pétanque, aux jeux ah, de société en famille. je déteste la triche. Après, je suis pas mauvaise perdante. J'estime que quand mon adversaire gagne, que ce soit au hand ou dans les jeux de société, c'est bien joué. Mais par contre, je donne tout pour gagner à chaque fois. Et puis, comment ça a évolué? Bah, en fait, j'ai eu la chance d'avoir une petite main gauche déjà, qui m'a beaucoup aidée jusqu'à aujourd'hui, et d'avoir, comme les coachs me disaient, un petit truc en plus qui a fait que j'ai pu un peu creuser tout ça. Et au début, quand j'étais plus jeune, j'avais que le talent, entre guillemets, de quelqu'un qui sait bien jouer au handball. Et j'avais pas forcément le travail, j'étais jeune, pour moi c'était un jeu. Ça a été après que ça a été le moment un peu de se dire, bon, bah, il faut travailler pour avoir ce que tu veux, parce que sinon, t'auras pas ça. Donc ouais, au début, c'était vraiment juste le plaisir de jouer, de m'amuser, de retrouver mes copines et de marquer des buts. Voilà.
Et cette motivation, tu vois, quand tu parles de, notamment commencer à rentrer dans le travail pour essayer de faire des progrès, tout ça, ça commence à quel moment un petit peu? C'est quand on a le début des sélections départementales ou quand on commence à arriver sur les catégories moins de 15 où il faut bûcher un petit peu plus pour faire des différences ou, enfin voilà, ça arrive progressivement, tu t'en rends pas vraiment compte, c'est en avançant, faisant ton petit parcours, voilà. Ouais, je dirais que ça arrive progressivement, mais après, franchement, quand j'étais jeune, je vais être honnête, moi, alors bien sûr que j'aimais travailler aux entraînements, j'aime être sérieuse. Moi, j'adore prendre du plaisir à faire ce que je fais, mais tout en étant dans le sérieux quand il faut s'appliquer. Parce que, voilà, en plus, à l'époque, quand j'avais mon père qui me coachait, bah, j'avais encore un rôle différent parce qu'il fallait vraiment que je montre que j'étais studieuse parce que pour pas qu'il y ait de questions de favoritisme, etc., qui moi me tenaient à cœur. Il l'a jamais fait, ça c'est sûr. Et avec Laure aussi Berdeguet qui était une coach très rigoureuse et qui attendait beaucoup de nous, beaucoup de travail. Donc forcément que le travail petit à petit il venait. Après la prise de conscience qu'on n'a rien sans rien, elle est arrivée beaucoup plus tard. Et même au Pôle Espoir, puisque j'ai fait le Pôle Espoir de Marseille, euh, où mon double cursus finalement d'école et de handball a commencé, même là, je me rendais pas forcément compte que le travail était hyper important. Je travaillais parce que je me reposais pas sur mes lauriers, mais j'avais quand même des capacités qui me permettaient d'avoir un seuil de performance, même si je travaillais pas. Et ça, c'est en grandissant et en passant des étapes que j'imagine qu'il va me demander après, que j'ai compris qu'on n'a rien sans rien. Tu continues, tu avances un petit peu dans ton cursus au club, et puis au bout d'un moment, pour avancer, quand vous faites le choix, bah, vous toutes, là, de devenir des joueuses professionnelles, eh ben, il faut faire le choix d'aller au pôle, évidemment. C'est un choix qui est limpide pour toi, tu as tout de suite envie d'y aller, pas forcément, il y a une C'était hésitation, et voilà. C'était compliqué parce que on m'a fait la proposition de rentrer en troisième, Mhm. que mes parents et surtout ma maman, c'était très difficile de se dire qu'à 14-15 ans, on pouvait quitter le nid familial pour aller dans un internat à 1 heure et demie de transport puisque j'avais pas le permis. Mhm. Et ça a été très dur parce que j'ai été très famille et que ça a été vraiment très très dur de laisser ma petite sœur à la maison, de me dire bon ben voilà maintenant j'habite partiellement avec ma famille alors que j'ai 14-15 ans. Donc je sais qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont ce moment-là où est-ce que je dois partir ou non. Après je le regrette pas parce que vouloir être sportive de haut niveau, même si je le savais pas à cette époque-là, c'est faire des sacrifices souvent personnels au niveau des familles, des amis. Et oui, ça n'a pas été facile, mais par contre, jamais j'ai regretté mon choix d'aller au pôle puisque c'est ce qui m'a amené à là. Et comment on s'en sort? Enfin, quelque part, hein, tu dis la difficulté de l'éloignement, voilà, de quitter le nid familial. On s'en sort notamment parce qu'il y a les copines, parce que tu as ce côté un peu corporate, un petit peu, bah voilà, c'est un sport co, quoi. Est-ce que ça aide aussi voilà, à affronter cette un petit peu de difficulté que je pense que toutes les jeunes filles rentrantes au pôle que finalement connaissent, quoi. Bien sûr. Oui, je pense que. Alors, moi, déjà, j'avais la chance d'être dans un pôle dans la même ville. Alors, Marseille, c'est grand, j'étais à 1 heure et demie quand même. Donc, j'étais parfois au même temps que une fille qui rentrait à Valréas, mais ou à Mazan d'ailleurs. Et je pense que bien sûr que c'est important parce que finalement, on est 6-7 filles à rentrer dans un pôle espoir. On est toutes un peu dans la même situation. Et c'est jamais facile de partir, mais finalement, tu sais pourquoi tu pars. Puisque quand tu prends une décision, tu sais que c'est pour avoir une nouvelle aventure. Et voilà, moi, si j'ai un conseil, c'est de se dire que tu apprends aussi à aimer les gens quand ils sont pas avec toi. Et on fait pas des enfants pour les garder avec nous toute notre vie. Alors oui, nous, c'est un petit peu plus tôt que ça part. Mais voilà, on revient toujours, on a les week-ends, on a les appels maintenant. Donc voilà, il faut se nourrir finalement de leur amour par tout ce qui est les réseaux, etc. Parce que c'est hyper important d'être soutenu par sa famille et ses amis. Et il faut aussi apprendre à vivre en groupe et à se nourrir des filles qui vivent la même aventure que nous.
J'ai peut-être une petite anecdote, hein, je sais pas, mais d'après mes recherches, il n'y a pas eu un petit accident là, juste avant de présenter les tests du pôle ou... On se dit, bah, la veille, il me semble que c'est la veille, bah, je devais faire les tests. En plus, j'étais hyper stressée parce que je me suis dit, oh là là, faut vraiment que je donne tout, parce que bon, les tests, c'était le test, quoi. Et en fait, je suis sortie du collège et je m'étais fait renverser par une moto qui avait doublé une ligne, enfin 2 lignes blanches d'ailleurs. Et en fait, j'avais pas pu passer les tests puisque je m'étais fait mal juste au-dessus du genou et un peu à la cheville. Et ça m'avait fait un peu paniquer parce que je me suis dit comment montrer mes capacités si je m'entraîne pas. Sauf que les entraîneurs du pôle, c'est pas allez, venez faire un test et puis on verra ce que ça donne. Ils étudient énormément toutes les joueuses potentielles qui peuvent se présenter. Donc, Et t'avais déjà tapé dans l'œil à ce moment-là, quoi. Donc, apparemment, la moto, elle n'a pas suffi à t'arrêter. non. Mais, mais voilà, c'est vrai que ça m'avait mis un petit coup de stress, mais qu'ils ont été très indulgents par rapport à ça et qu'ils m'ont dit que ça changerait rien au fait que j'allais venir au pôle. Voilà. Non. Donc là, tu es au pôle, hein, tu fais tes 4 ans au pôle et puis en même temps, bah, tu poursuis ton parcours à plan de cuc en N1 et puis tu vas vers l'accession en D2, hein, tu fais l'année de la montée, voilà, donc on commence à être dans la cour des grandes là à ce moment-là. Et donc voilà comment ça se passe ces moments-là. Ça se passe bien. J'ai, quand on monte en N1, je jouais pas énormément. Ça m'a fait beaucoup apprendre parce que quand on joue pas, bah, on s'entraîne quand même, on regarde les matchs, on profite des 5-10 minutes qu'on nous laisse parce que bah, y a plus fort ou plus grand que nous. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué puisque arrivé en D2, en fait, il y a eu quelques petits soucis au poste et je me suis retrouvée à beaucoup jouer. Et au final, je me suis éclatée, j'ai pris du plaisir, j'ai progressé bah, forcément un peu plus rapidement parce que quand tu es confronté tous les week-ends à des joueuses de D2 alors que tu as 17 ans, bah, forcément que ça t'aide à progresser. Je m'entraînais, du coup, j'avais demandé une dérogation au pôle pour m'entraîner aussi le jeudi soir qu'ils avaient accepté. Mhm. Donc voilà, tout le pôle, parce que les CPE, enfin, c'est une organisation de gérer une fille qui s'en va, qui est mineure. Donc tout était vraiment super bien organisé pour que je puisse progresser et évoluer avec Plan de Cuc pendant mon année au pôle et surtout la dernière année. Et moi, du coup, voilà, petite question par rapport à ça, quand tu évoques le fait voilà, des premières années où il n'y a pas forcément de temps de jeu, mais je dois continuer à m'entraîner, progresser. Alors, progresser en jouant moins, comment tu gères un petit peu cette frustration? Parce que je pense que, ouais, il y a beaucoup de jeunes filles hein, qui, dans ces parcours-là, vivent ce moment-là et puis, bah, il ne faut pas que la frustration prenne trop le dessus, elle doit exister et je pense que c'est des moments importants, mais voilà, comment justement on s'en sert pour avancer, comment toi tu l'as construit ça? Alors honnêtement, la frustration de ne pas jouer à l'époque, je pourrais pas m'en souvenir de comment je l'ai gérée. Hmm. Par contre, si aujourd'hui je peux conseiller avec le peu d'expérience que j'ai en plus, c'est qu'il y a des choses qui viennent du non décidable. Et il y a des choses qui viennent du décidable. Et il est important en fait de se concentrer des choses qu'on peut faire, qu'on peut gérer, c'est-à-dire progresser, rester concentré sur ce qu'on doit travailler, nos compétences, voilà, sur nous-mêmes en fait, et comment on peut apporter au groupe, et essayer de balayer en fait cette notion de non décidable dans le choix des coachs, dans le choix des temps de jeu, etc. Puisque finalement, on n'a aucune incidence. La seule chose que moi, je peux faire, ou que toutes les joueuses peuvent faire, c'est donner la meilleure version de soi-même pour pouvoir jouer. Ensuite, si on joue ou on ne joue pas, ça dépend plus de nous. Donc, il faut vraiment apprendre, je pense, à gérer cette frustration de, OK, si moi, j'ai mis en œuvre toutes les solutions et j'ai mis toutes mes capacités et tous les ingrédients, en fait, pour réussir, après, OK, ce n'est pas mes choix, donc je dois accepter. Et qu'est-ce que je peux faire en plus pour que le non décidable finalement tourne en ma faveur?
Je sais pas si tu vas comprendre ce que je veux Ah dire. ben, ah ben oui, je comprends parfaitement. Alors à mes heures perdues, je suis entraîneur aussi et ça me parle vraiment parce que moi c'est un discours que je tiens énormément aux jeunes joueuses. Donc oui, et je pense qu'il aura beaucoup plus de poids en venant de toi. Donc, je trouve que ouais, ouais. Non, ça me parle vraiment. Ouais. Si tu me poses la question, ça me parle vraiment. Euh, Bah, j'ai une autre question par rapport à ces années-là. Effectivement, ouais, donc, tu joues un petit peu plus en arrivant sur l'année de D2 en fait, donc à Plante de Cuc. Et du coup, comment ça se passe pour une jeune joueuse comment est-ce que je trouve ma place dans le vestiaire de manière générale? En plus, bah alors du coup, toi, tu as bénéficié du fait de pouvoir t'entraîner le jeudi aussi, donc tu n'étais pas simplement que le vendredi en sortie de pôle avec les partenaires, donc ça doit être un petit plus, ça doit quand même aider un petit peu aussi, je pense. Mais voilà comment je trouve ma place dans le vestiaire. Et puis, de manière un petit peu plus précise, bah, comment je trouve ma place avec les deux ou trois ailières droites qui étaient déjà sur le poste, parce qu'il devait y avoir d'autres joueuses hein, à ce moment-là. Alors déjà, j'ai eu la chance de... Je suis née à plan de cul presque. Donc, je veux dire, j'ai côtoyé les grandes avec qui après j'ai joué. Hmm. Moi, honnêtement, j'étais un peu le petit bébé que tout le monde avait envie un peu de protéger. Donc, voilà, le groupe, il a toujours été hyper bienveillant envers moi. J'ai rencontré des filles, Grace, Griselda, qui est encore ma meilleure amie aujourd'hui. Clara, enfin Marie, il y a tellement de goûts, il y a tellement de filles en fait avec qui je garde des trop bons souvenirs et que je garde encore aujourd'hui contact, qui m'ont toujours accompagnée. Et j'ai eu la chance aussi d'être avec Kika, Mhm. Karima Lalek, du Oui, coup, oui, oui. on était un peu, enfin elle était en fin de carrière, moi j'étais à le début de ma carrière, donc finalement on se complétait, on essayait de se nourrir un peu l'une de l'autre. Parce qu'elle me disait toujours, mais tu sais, moi j'ai encore à apprendre hein, de ta petite fougue. Enfin, elle m'a toujours accompagnée et je pense que ça m'a vraiment mis dedans et j'ai vraiment trouvé ma place finalement au fur et à mesure en étant moi-même parce que je pense que c'est important d'au début de regarder comment un groupe fonctionne. On peut pas arriver dans un groupe et dire moi je suis comme ça, salut, pump it up. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est ok, vous fonctionnez comme comment? Moi, ma manière de fonctionner, c'est comme ça. Et maintenant, en fait, on trouve un équilibre comme dans chaque groupe et dans chaque travail et dans chaque chose, en fait. Et ça s'est super bien passé. Ensuite, j'avais été avec Marjolaine, mais qui avait eu un petit souci, donc c'était un peu compliqué pour elle. Et Clara Terzian, Mhm. avec Mhm. qui ça s'est toujours bien passé. En fait, honnêtement, j'ai jamais eu de concurrence malsaine, donc j'ai eu la chance d'être toujours avec des personnes avec qui je m'entendais bien, avec qui je pouvais discuter et avec qui je pouvais progresser finalement sans avoir de pression malsaine ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu de la chance. Bon. Ouais, c'est peut-être après aussi ta personnalité qui a créé ça, hein, voilà, donc. Ok, très bien par rapport à ça. Donc tu fais ton parcours, hein, tu arrives en fin de cursus pôle, et donc la sortie du pôle, après c'est centre de formation, quoi. C'est centre de formation, donc il faut aller au centre, et puis il y a une proposition phare qui arrive sur la table. Euh, voilà, d'après mes informations, c'est le club de Metz. Donc, bon, normalement, pour une jeune fille, le club de Metz, ça envoie des paillettes, quoi. On a envie d'y aller, je pense. Et toi, tu fais le choix d'aller à Besançon. Très bon club aussi, hein, bien entendu. Tu peux nous expliquer un petit peu tout ça, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a eu la possibilité de rester à Plante de Cuc? À ce moment-là, il n'y a pas le centre. Donc c'est ça qui pose problème pour rester. Mais est-ce que tu aurais voulu continuer à ce moment-là là-bas? Voilà. Explique-nous un petit peu tout ça, comment ça se passe. Alors moi on va dire que j'avais deux branches et trois Mhm. choix. J'avais la branche de rester à Plan de Cul qui m'avait fait une proposition et qui me permettait d'évoluer en D2. Mhm. Et la branche de prendre un centre de formation qui me faisait jouer en N1. Mhm. Mais qui m'ouvrait l'opportunité d'un club qui avait une équipe première. Ouais. Et j'arrivais à un moment de ma bébé carrière où il fallait vraiment que je travaille individuellement pour pouvoir progresser et pour pouvoir devenir meilleur.
Et à l'époque, Plan de Cuc n'avait pas de centre de formation. Et je savais qu'il me fallait cette structure, en fait, pour pouvoir passer un petit cap. Donc, j'ai refusé Plan de Cuc à ce moment-là en leur expliquant et ils m'ont compris, mais totalement aussi. Mhm. Et on est venu le choix entre Besançon et Metz, où alors bien sûr, Metz, voilà, c'est le club qui aujourd'hui remporte le plus de choses, et à l'époque aussi d'ailleurs. Et j'avais Besançon, qu'on me vendait comme un superbe club formateur, avec Mhm. une structure hyper intéressante. J'étais allée voir les deux. Et en fait, Besançon me rappelait. Pour moi, Besançon, c'était le mélange entre un Metz et un Plan de Cuc. C'était la rigueur d'une équipe de première division avec des structures et des projets mis en place hyper intéressants, tout en étant familial et en ayant une histoire forte, ce qui m'a vraiment en fait permis de m'imaginer là-bas. J'avais 18 ans, j'étais jeune et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait puisque, comme je le dis, si à chaque étape j'ai fait des choix, c'est aussi pour aller vers quelque chose de nouveau. Et je pense que Besançon était la meilleure des solutions pour moi, puisque j'ai réussi à trouver un équilibre. J'ai signé mon premier contrat pro et j'ai été formée en tant que joueuse avec Raphaël Tervel et Sandrine Méraud qui m'ont fait confiance très rapidement en équipe première. Mhm. Puisque jouer en N1, c'était quand même, je me disais, punaise, j'ai passé la D2 et je retourne en N1, est-ce que ça va me frustrer? Mais non. Et après, les choses vont quand même très vite, hein, parce que tout à l'heure, tu parlais du non décidable. Et puis au final, si je me trompe pas, tu joues au final pour cause de blessure très très vite sur l'équipe première. Ouais, Tu joues mais en LBE quasiment à ta signature au centre, puisqu'il y a une blessure. Et je crois que voilà, tu devais jouer les premiers matchs de la saison. en Donc, fait, Amanda s'était fait mal au genou. Et ouais. du coup, j'avais dépanné l'équipe première pendant 3 mois. Et ça m'avait déjà finalement donné un peu la couleur du club. Et alors après, je suis retournée en National 1 pour la fin de la saison. Mais Ah. c'est vrai que c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai choisi un club avec une équipe première, parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive et qu'il faut toujours être prête. Et que bah, j'ai eu la chance aussi rapidement de me dire, OK, c'est pour ce genre d'émotion que tu as envie de jouer. Et je me souviendrai toujours du match contre Brest quand j'avais joué, où je me suis dit, OK, c'est pour ça que tu veux jouer au handball et c'est pour ça que tu veux vivre ces émotions, en fait. C'est pour vivre ça. Mais- et donc du coup, c'est pas trop dur à gérer pour le coup. D2, puis LBE, bon par circonstance, mais quand même, finalement, tu joues quand même des matchs de première division. Et puis après, faut se recoller la N1. Alors, sans dénigrer le niveau du championnat N1, bien entendu, mais voilà, tu gères comment? Ça va, tu prends avec beaucoup de philosophie, puis finalement, tu prends la LBE, c'était que du plus, donc finalement, la N1, c'est pas du moins, c'est ce qui était prévu. Ou tu es quand même un peu frustré et tu as envie d'y retourner. Forcément, tu as envie d'y retourner, mais comment tu le gères? Alors, c'est vraiment ta première option parce que j'étais pas destinée à jouer et moi j'étais venue en ayant dans la tête que je commencerai en N1 et que mon but serait de gagner ma place un jour en D1. Donc j'ai pris ça comme du bonus, comme de l'expérience à prendre et j'ai pas du tout flippé par exemple de redescendre en N1 parce que j'avais joué à 2 divisions au-dessus. Non, parce que en fait je savais que, enfin je veux dire, c'est pas hop on va en D1, il faut du travail. Et oui, j'ai eu l'opportunité d'avoir un petit bonus d'expérience qui a fait que ça me donnait envie d'y aller encore plus. Mais non, non, après, il fallait que je travaille, il fallait aller gagner des matchs avec la N1, construire un groupe, me construire en tant que joueuse. Donc, non, j'ai très bien accueilli ça et encore heureux. Parce que si on est jeune et qu'on refuse de travailler pour franchir les paliers, souvent on se perd. Bon, avant de passer à l'après-centre centre de formation, bah, petite question et qui va intéresser surtout les jeunes, c'est comment on gère les études? Toi, bah, c'est quoi ton parcours au niveau des études? Parce que franchement, c'est quand même une sacrée gymnastique. Et du coup, bah, t'en es où par rapport à ça à ce moment-là? Et voilà. Alors,
Pendant le pôle espoir, pardon, j'ai fait un bac scientifique, option SVT que j'ai eu. Bravo. Merci. Et on nous bassinait, oui, les études, c'est important et tout ça. Puis quand t'es jeune, tu te dis, bah oui, ça va, enfin j'ai le temps. Mais en fait, quand tu grandis un petit peu, tu te dis, bah, c'est hyper important. Parce qu'aujourd'hui, les femmes dans le sport et notamment le handball, on n'a pas des salaires très extravagants, que c'est hyper important de savoir pas forcément ce qu'on va faire après, mais au moins qu'on ait les bagages pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Voilà, c'est ça qui est important parce Oui, bien qu'aujourd'hui, sûr. c'est très dur. C'est très dur quand on est jeune de savoir ce qu'on veut, mais par contre, il faut vraiment, 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 et ça fait, je pensais pas dire ça un jour, mais construire son après-carrière en fait, dès qu'on rentre au pôle. Parce que c'est hyper important d'avoir. J'ai fait, après le bac, j'ai essayé fac de droit, ça n'a pas marché. Et je vais commencer à me poser la question, mais mince, je sais pas ce que je veux faire plus tard. Jusqu'à ce que je me rende compte que c'était pas grave, qu'il fallait juste que je trouve quelque chose qui me plaise et que j'enrichisse mes connaissances, que je grandisse avec un CV plus grand. Donc j'ai fait un IUT information communication que j'ai eu. Et j'ai fait une année sabbatique l'année dernière puisque j'avais vraiment envie de me concentrer sur le handball après mon bac plus 2. Et en fait, j'ai fait un bilan de compétences et d'orientation pour savoir ce que je voulais faire parce que je m'étais rendu compte que j'avais pas assez de bagages pour mon après-carrière et qu'il fallait vraiment que je retrouve quelque chose. Et j'ai trouvé un master en management que j'ai commencé cette année qui me plaît beaucoup. Et moi, si j'ai un conseil, c'est de ne pas paniquer si on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais juste de trouver au moins un axe, de s'enrichir, de prendre des connaissances et des diplômes qui puissent nous permettre après, finalement, de faire ce qu'on a envie de faire. Qu'une carrière, c'est court, surtout pour les femmes. C'est aller 10-15 ans si je suis vraiment gentille. Et c'est important de pouvoir avoir une reconversion et pas commencer la Ouais, reconversion à 30 ans quand c'est la fin. et d'être en capacité de la faire et cette reconversion. Il est super ce message hein, parce que c'est vrai que oui, ça peut être un peu la panique quand on est jeune et qu'on est hyper focalisé sur le handball et en même temps il faut se décider très vite et notamment dans les cursus scolaires avec choisir les options très très tôt dans le parcours maintenant. Donc bah, Après, merci voilà pour ce message. juste une petite chose, il ne faut pas aussi oublier que aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'aide et beaucoup plus de gens qui essaient de nous accompagner et que, par exemple, mon master aujourd'hui, il est exclusivement en ligne et qu'il ne faut pas se dire ah non, mais je ne pourrais pas faire ça, ce sera trop compliqué parce qu'il y a plein de moyens aujourd'hui pour mettre en place des études qui s'emboîtent facilement avec le sport. Peut-être enlever le présentiel, peut-être le faire en ligne ou alors avoir des ajustements d'emploi du temps. Donc, il y a vraiment plein de solutions et pour plein de sujets différents et de domaines différents. Donc, il faut juste trouver l'équilibre entre le sport et l'école pour pouvoir finalement se construire en tant que sportive et femme pour après avoir une vie stable et tranquille. Voilà. Bah, du coup, j'en profite. Et toi, maintenant, tu vois un petit peu plus clair dans ce que tu vas faire dans 15 ans quand tu auras fini ta carrière? Eh ben non, je sais toujours pas. Toujours pas. Non, je sais toujours pas. Je sais que j'ai envie d'avoir quelque chose qui serve aux autres parce que voilà, j'ai ce côté un peu de ma maman, d'aider les autres, etc. Donc j'aimerais bien, voilà, dans mon rêve absolu, ce serait construire une entreprise qui permet l'inclusion des personnes en situation de handicap. Mais voilà, c'est rien de concret. J'ai pas de projet, j'ai pas de business plan, j'ai rien du tout. Et il y a plein derrière de choses. Mais je sais juste qu'aujourd'hui, j'ai besoin de sentir mon cerveau travailler et apprendre des choses. Et j'essaye voilà, de vivre le moment présent et tout en finalement me donnant des bagages pour après. Ok, ok, bon, merci de ce témoignage par rapport à ça. Et alors, ben, on reprend un petit peu le cours du cursus sportif. Donc, tu sors du centre. Donc, Besançon te propose le contrat pro. Et comme tu es assez impatiente comme fille, du coup, l'équipe de France arrive quasiment en même temps que le contrat pro. Ça va très très vite.
Donc du coup, voilà, parle-nous de ça, ouais, donc tu sors du centre tu sors du centre en juin, tu signes le contrat pro juste derrière, et je crois que c'est en septembre le premier match de l'équipe de France, Octobre. octobre, ouais, octobre. Et comme t'aimes pas te déplacer, en plus, le match de l'équipe de France, il est à Besançon, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais en fait, à ce moment-là, j'avais pas été appelée. Mhm. Et moi, je pensais pas du tout être appelée non plus. Donc on est dans le non décidable que tu as évoqué tout à l'heure. Exactement. Et puis voilà, j'étais jeune, je le suis encore. Bien sûr que c'était un rêve, mais voilà, pour moi, il n'était pas à portée de main aujourd'hui et je m'étais pas. Voilà, honnêtement, j'y pensais même pas. Et en fait, il y a eu enfin Pauline qui a eu un petit souci. Et j'ai été appelée et puis j'étais même pas au courant. Et c'est quand Seb a dit vous faites quoi de vos vacances en cercle devant tout le monde, j'ai dit ah bon je vais à Marseille et puis il m'a dit bah tu vas pas à Marseille, tu vas rester ici et puis tu vas aller avec l'équipe de France. Et je dis oh je suis tombée un peu de 1000 étages, j'étais à la fois émue et choquée, je savais pas trop ce qui m'arrivait. J'avais signé 3 mois avant mon premier contrat et je me disais waouh j'espère que je vais être à la hauteur. Ça a été mon premier ressenti. Et ouais, ça a été quelque chose de très spécial et en plus à Besançon. Donc ma famille était venue, donc c'était quelque chose de très fort, ouais. Bon, bah oui, oui, j'imagine un moment très marquant, quoi. La première sélection, c'est un match de qualif pour l'Euro, il me semble. Et puis derrière, ça s'enchaîne un peu vite, hein. Donc tu vis une première saison en tant que pro à Besançon, et en même temps, bah, il y a le Mondial 2021 pour lequel tu es appelé, t'enchaînes, et donc là, bah, c'est la première médaille avec l'équipe de France. Alors quand on est sur quand on est sur une première compétition avec une médaille d'argent, donc c'est pas l'or, mais c'est la première compète, ça doit être assez énorme. En termes d'émotion, du coup il en reste quoi? De la satisfaction, de la frustration, parce qu'il manque pas beaucoup. Disons que forcément, quand tu perds un match, t'es frustré, encore plus quand tu peux accéder à un titre. Donc Mm. c'est vrai que sur le coup, tu dis mince, tu repenses au match, tu dis mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait assez bien pour pouvoir être sur cette première place, etc. Après, une fois que tu te rends compte quand même que tu as une médaille d'argent, que tu es allé chercher cette médaille, c'est quand même quelque chose de magnifique. Et tout le monde, qu'elle soit jeune ou ancienne, je pense, avait la même satisfaction. Et par rapport à moi, puisque je peux parler que de moi, c'était une fierté. Et franchement, bah, bien sûr que c'est la deuxième place, c'est pas la première, mais c'est une médaille et une médaille d'argent. Et c'est quelque chose de génial, d'incroyable. Et c'est au-delà de la médaille, c'est aussi l'aventure, c'est aussi le fait de comprendre comment marche une compétition, comment l'intensité demandée, le travail demandé. Quand tu perds, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour pouvoir gagner après? Enfin, c'est hyper intéressant et en fait, ça m'a aussi enrichi sur ma manière de réfléchir. Parle-nous justement de cette intégration, enfin de cette arrivée en équipe de France, hein. Mais forcément, à ce moment-là, tu dois être parmi les plus jeunes, si ce n'est la plus jeune. Comment ça se passe? Comment on est accueilli? Voilà. Et moi, nous, on a la sensation d'extérieur que c'est un groupe qui vit beaucoup dans l'émotion, beaucoup dans l'affect, beaucoup voilà, je sais pas comment le traduire, mais cette espèce d'énergie un petit peu très forte, quoi. Et voilà. Bah, ça s'est très bien passé. Voilà, j'avais de l'appréhension, bien sûr que j'avais peur parce que intégrer un nouveau groupe, c'est jamais facile et intégrer l'équipe de France, ça l'est pas non plus. Mais voilà, les filles, elles ont su aussi nous mettre à l'aise, puisqu'on était quelques filles à faire leur première sélection, à mettre à l'aise, essayer finalement de nous donner un peu les tuyaux pour pouvoir faire les choses correctement. Tout le monde est différent, tout le monde apporte quelque chose qui lui est propre. Donc,
que ce soit dans le jeu ou en dehors d'ailleurs. Donc c'est hyper important Enfin, pour moi, il faut rester soi-même et il faut apprendre à vivre avec le groupe. C'est un petit peu ce que j'ai dit quand j'ai parlé du pôle, mais Mm. finalement, c'est à une échelle différente, mais c'est la vie de groupe. Et comment ça se passe à ce moment-là? C'est-à-dire qu'on se raccroche et on se rapproche de celles qui intègrent avec nous, qui découvrent, ou ben, on va se raccrocher un peu plus aux anciennes, là, les taulières qui sont là depuis un petit temps, ou voilà, et puis voilà, la relation avec le staff, comment ça se passe, tu vois, quand tu joues sur quel levier, ou un peu tous en même temps finalement. Ouais, bah en fait, je t'avoue que je calcule pas forcément ça, que Ça se fait naturellement, ouais. ouais, voilà. Après, j'avais la chance de connaître Chloé Valentini, qui était à Besançon, et ça me rassurait parce que c'est vrai que c'était quand même, ça faisait peur. Mon premier stage, il y avait beaucoup d'anciennes qui n'étaient pas là aussi, Mm. que j'ai rencontrées qu'au mondial suivant, enfin à la prépa avant quand même. Mm. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là finalement que Chloé soit un peu là pour moi, enfin beaucoup là pour moi, qu'elle m'accompagne un petit peu dans bah ok, j'ai vécu ce que tu as vécu, tu vas voir, tu vas prendre tes marques petit à petit. Et puis finalement, ça s'est fait naturellement avec les filles et bah, pareil, tu es dans un groupe, tu discutes, tu échanges, handball par handball, et puis ça vient comme ça. Par rapport au staff, bah, c'est eux qui m'ont donné cette chance-là, donc j'en suis reconnaissante. Et puis j'essaie voilà, de travailler, de montrer mes capacités pour pouvoir bah, finalement toujours y retourner. Alors, donc moi j'ai une petite question, justement par rapport à l'après-compétition. J'imagine pour une jeune joueuse comme ça, pour toi, t'es pas, comme tu dis, t'es un peu surprise d'être prise en équipe de France. Bon, finalement, comme tu avais fait les matchs de qualif à l'Euro, le mondial, c'est évidemment moins une surprise. Mais on part au mondial avec de l'intensité en termes de hand, de vie, d'émotion. Ça doit être, voilà, ça doit être très très fort. Au départ, comme tu dis, bah, il y a la frustration de la médaille d'argent, puis finalement la satisfaction c'est une médaille mondiale, quoi. Et comment ça se passe le retour sur Terre? C'est parce que on retombe dans un rythme du quotidien, et puis finalement, je pense qu'il faut vite revenir à la vie de club, quoi, à l'équipe, à ton quotidien. Comment ça se passe? C'est difficile, ça se fait naturellement, ça, voilà. Moi, ça a été un petit peu compliqué, mais pour plein de raisons, parce qu'en fait, déjà, ça m'a permis aussi de me découvrir sur plein de choses. Parce que quand, quand j'ai eu la chance de toucher à ce niveau-là, ça m'a fait réaliser déjà que j'avais beaucoup de travail, et c'est par rapport à ça que je te parlais tout à l'heure. Ouais. C'est que j'ai vraiment réalisé la marche que je devais franchir pour pouvoir réitérer en fait des sélections, réitérer des matchs et réitérer des performances. Et en fait, ça a commencé vraiment à tout changer dans ma tête. Même si le processus avait déjà commencé, là, j'ai vraiment en fait compris que y penser c'est bien, mais mettre les moyens c'est mieux. Et en fait, ça m'a bouleversée dans mon quotidien, ça m'a bouleversée en tant que femme aussi, parce que j'ai appris aussi plein de choses sur moi-même. Et j'ai commencé un peu une transformation mentale et dans la vision de voir les choses pendant 6 mois. Je fais une fin de saison qui est pas terrible. Ouais. Voilà, il y a eu beaucoup de paramètres qui m'ont un peu déstabilisée. Et je regrette rien parce que c'est hyper important de se remettre tout le temps en question. Après, voilà, j'ai aussi compris que le mental, c'était hyper important. Donc, j'ai commencé à travailler avec quelqu'un qui m'accompagne encore aujourd'hui pour pouvoir finalement comprendre les processus mentaux entre un mois de compétition avec 2 matchs et cette adrénaline finalement qu'on ressent pendant une compétition que moi, j'avais jamais ressentie et une vie entre guillemets beaucoup plus calme avec bien sûr des matchs hyper importants. En plus, on avait la Coupe d'Europe. Je veux dire, il y avait aussi des moments incroyables, mais avec un rythme quand même moins soutenu. On parle d'un préparateur mental. Là, c'est un préparateur mental à ce moment-là. Alors non, c'est
une psychologue Un psychologue, qui ok. fait aussi de la préparation mentale, Ouais. mais qui est qualifiée en tant que psychologue. Et Hmm. voilà, il faut pas aussi avoir honte de le dire parce que je sais que ça a été tabou pendant longtemps de se faire suivre par quelqu'un. Je veux dire, déjà, je fais partie des gens qui pensent que tout le monde devrait être suivi pour quelque chose parce qu'on peut toujours aller mieux et on peut toujours Ouais. se redécouvrir. Hmm. Et je pense qu'en étant athlète de haut niveau, c'est hyper important d'être accompagné parce que on est lâché tôt dans un monde, on part souvent tôt de chez nous, on comprend pas trop ce qui se passe parce que tout va souvent très vite. On doit gérer les études, les ordres, les machins. Non, pour moi, c'est hyper important qu'on se rende compte que c'est 50% du travail. On parle d'une démarche personnelle là, où il y a un accompagnement du club qui t'envoie vers cette psychologue. Comment ça se passe? Non, C'est toi qui fais la c'est démarche? personnel. Ouais. Ouais. C'est personnel. Moi, j'en avais discuté en fait à l'époque avec Tom Garnier, qui est actuellement l'adjoint de Besançon. Et j'avais dit, punaise, ça aurait été super qu'on ait un psychologue en centre de formation parce que c'est un peu le moment où tu te transformes en tant que femme, que tu te dis, bah ok, moi j'aimerais être sportive de haut niveau. Et on avait un préparateur mental. Mais voilà, le psychologue, on ne l'avait pas et je pense que c'est hyper important d'être accompagné le plus tôt possible. Parce que pour comprendre déjà que c'est pas une honte, pour comprendre qu'on a tous besoin de quelque chose et tout simplement plus vite tu apprends à te connaître et à savoir finalement comment tu fonctionnes et plus vite tu arrives à être une meilleure joueuse. Ok, bon, message très important. Alors moi je suis curieux parce que bon, à mes heures perdues, je suis entraîneur aussi. Quand tu dis je me rends compte que bah, je dois avancer sur certaines choses bah, pour réitérer ma performance et puis même les dépasser. Et puis bah, on imagine bien que voilà, oui, pour retourner en équipe de France le plus souvent possible. Techniquement, c'est quoi? On parle des formes de shoot, on parle de conditions physiques, on parle voilà, de perception, de s'améliorer sur le grand espace, en défense, en attaque. Voilà. Je suis un peu curieux de savoir ce que tu identifies et ce que tu as mis comme travail derrière. Alors on parle de beaucoup de choses que tu as dit. Déjà, on parle de physique parce que je suis un petit gabarit qui pèse pas lourd. Quand tu sors d'une compétition comme ça où tu cours tous les 2 jours, moi j'avais perdu 3 ou 4 kilos, donc forcément physiquement je me suis rendu compte qu'il y avait un pas important à franchir pour moi. Je parle que de moi, hein. Hmm. Attention. Euh, pour pouvoir finalement encaisser le rythme d'une sélection nationale, mais aussi du club, puisque j'avais quand même des petites blessures à répétition, jamais graves mais chroniques. Et que bah voilà, plus de muscu, plus de renforcement et de gainage, plus de prévention sur les épaules, plus de voilà, plein de petits Tout trucs ce comme ça, qui plus de peut courses. permettre, d'encaisser le rythme et notamment de plus blesser, quoi. Et, Exactement, exactement. Et honnêtement, aujourd'hui, et je touche du bois, mais je n'ai plus. J'avais beaucoup de périformes enflammés, et j'ai plus tout ça parce que bah voilà, on est accompagné du coup par Charles Fostel aujourd'hui, avec qui on fait plus de muscu. Euh, il y a aussi le point de vue technique. Comment je peux mieux défendre, comment je peux mieux attaquer, qu'est-ce qui me manque quand je rate. mhm. Donc, T'es vraiment moi, rentré autant sur l'aspect psychologique qu'on a évoqué tout à l'heure que sur l'aspect handballistique, vraiment dans une introspection forte, quoi. ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, puisque en fait, je me suis rendu compte au début du mondial, personne me connaissait, personne pouvait avoir de vidéo de moi puisque je sortais un Mm, peu de nulle part. Donc, mm, mes tirs préférentiels, par exemple, passaient tout le temps. Et en fait, à la fin, j'ai un peu galéré parce que mince, bah, elles avaient un peu de vidéos sur moi, mes préférentiels ne marchaient plus forcément. mm. Alors, à moi de les amener aussi à leur réussite, mais voilà, d'enrichir un peu ma gamme de shoot. Et je me suis aussi rendu compte que finalement, j'avais appris là pendant ces 2 années de contrat que j'avais quand même une grande gamme de shoots, mais que je ne savais pas forcément quel shoot utiliser au bon moment. Et que mon saut, par exemple, ne me permettait pas de faire le tir que je voulais quand je voulais. Et c'est plein de petits trucs et plein de petits détails. Le sport de haut niveau, c'est du détail. Donc c'est tout le temps
essayer de comprendre pourquoi, faire plus de vidéos, faire plus de muscu, faire plus de courses. Là, aujourd'hui, ce que je fais en plus, c'est une séance de muscu par semaine. Un peu plus de spé-tir, j'essaye de rester 10 minutes après les entraînements pour faire du tir et pour m'habituer, puisqu'en tant qu'ailière, j'ai pas forcément 20 tirs par jour. Et justement, dans ces 10 minutes-là, c'est le moins possible mes tirs préférentiels, mais plutôt aller chercher ceux qui ne sont pas préférentiels. C'est ça la stratégie, c'est... Voilà. Ouais, ça dépend des fois. Si mon objectif c'est d'être performante, si mon objectif c'est d'aller chercher justement un tir que je savais pas faire. Honnêtement, je pensais que je savais pas tirer deuxième en bas, par exemple. Et en fait, pendant la compétition, j'ai presque tiré que deuxième en bas à l'Euro. Mais non, mais parce que je l'ai travaillé et que ça m'a aidé et que finalement, je me suis offert une possibilité de plus de marquer. Et c'est hyper important en fait de toujours se remettre en question, sans douter de soi non plus. Donc ça, c'est un gros travail aussi que j'essaie de mener à bien, d'où la psychologie. Mais voilà, essayer de comprendre ce qui marche, parce que c'est aussi important de savoir ce qui marche pour pouvoir le réitérer, et ce qui marche moins bien et comment je l'améliore. Bon, alors moi j'ai une question. Là, qui est plutôt inhérente à ce qui s'est passé il y a peu de temps, c'est la dernière compétition internationale. C'est quatrième à l'Euro, c'est pas de médaille, c'est alors au niveau collectif, un début de compétition où vous êtes très forte, où vous marchez sur tout le monde, et on se dit mais elles n'ont jamais été aussi fortes sur le premier tour et sur le tour principal, donc bon. C'est sûr, hein, on sait qu'il y a la Norvège, on va avoir la Norvège à un moment donné, et ça peut piquer, mais n'empêche, on se dit, voilà, là, les filles, elles sont solides, et puis au final, ça fait quatrième, parce que on perd en demi, et puis on perd sur enfin, on perd, je me suis inclus dans la performance, mais vous perdez, voilà, sur la place 3-4. Bon. Alors, le lot de consolation, c'est le plus beau but du tournoi pour toi sur ce match-là. Et voilà, donc il y a ça d'un point de vue collectif. Donc un petit peu, voilà, comment tu l'as vécu. Et puis il y a toi individuellement où le début, j'imagine que ça se passe pas comme tu as envie. J'imagine que ça se passe pas tout à fait comme tu as envie. Et puis voilà, comment on rebondit derrière. Et puis, voilà, explique-nous ça, parce que voilà, le sélectionneur, il fait le choix de partir avec 3 ailières droites. Donc vous savez que sur feuille, il n'y en aura que 2, et que même si c'est tes copines, tu sais que tu vas te fighter avec elles pour jouer. Donc comment ça se passe, quoi? Alors, je prends en 2 blocs. Je prends la question collective et après je prendrai la question pour moi. C'est vrai qu'on a fait un début de compétition hyper intéressant, hyper propre, hyper rigoureux. Même contre le match de l'Espagne, on reste focus alors qu'on aurait pu très bien inconsciemment tomber dans le travers. Donc voilà, on était vraiment concentrés avec, je pense, de l'humilité et de l'envie de bien faire. On a buté sur la Norvège qui nous a fait une performance incroyable, et nous, on n'a pas su mettre les ingrédients pour pouvoir espérer quelque chose. Ça a été dur parce que effectivement, c'était jamais arrivé par l'équipe de France une si belle entrée en compétition, et qu'on se pose la question de qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui ne marche plus finalement à ce moment-là. Qu'est-ce qui déclenche, parce qu'on peut perdre, mais on perd beaucoup quand même. Et qu'est-ce qui nous amène finalement à ce résultat-là? J'ai pas les réponses aujourd'hui, on y travaille. C'est aussi une leçon d'humilité finalement, où on se dit qu'on peut pas gagner à chaque fois et qu'il faut se donner les moyens de gagner et de plus travailler. C'est pas parce que on gagne une médaille d'argent un an avant qu'on peut gagner la médaille d'argent l'année d'après.
Alors, ouais, puis, bon, excuse-moi de retaper un petit peu sur, d'insister un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que ouais, ce sentiment de frustration, il est exacerbé par le côté où, sur la place 3-4, parce que bon, on est d'accord qu'il n'y a pas de honte à perdre contre la Norvège, hein. Mais ce sentiment de frustration, ouais, il est exacerbé par voilà, le match de la place 3-4 où on perd J'y contre arrive. une équipe contre qui on a gagné, quoi. Et tu te dis, ben, Oui. enfin voilà, prends pas une breloque, quoi, Après, alors qu'on aurait pu, quoi. un match de hand, euh, c'est jamais deux fois le même. Et ça, c'est la beauté du sport aussi. Alors là, c'était pas très beau pour nous, mais un match de hand n'est jamais pareil. Et le Monténégro a fait un bon match, nous a battus, donc c'est qu'elles ont mis plus d'ingrédients que nous. Lesquels? Ça, c'est la question. Comment? Qu'est-ce que nous aussi on aurait pu faire de mieux? C'est hyper frustrant parce que terminer à quatrième contre une équipe, on a gagné je ne sais combien, forcément dit comme ça, c'est terrible. Après, notre objectif était d'être en demi-finale, donc on a réussi à atteindre notre premier objectif, mais forcément qu'on voulait une médaille. Donc c'est hyper frustrant et c'est hyper difficile à accepter. Voilà, on continue de travailler. Après, comme j'ai dit, ça montre aussi peut-être des petits signaux et des pistes de travail à fournir qu'on est en train de voir ensemble. Mais oui, forcément frustré de cette quatrième place. Dans les pistes de travail, on parle de quoi? On parle de projet de jeu, on parle de levier affectif, on parle de tout en même temps. On parle De, de ouais. tout, de qu'est-ce qu'on peut mettre, qu'est-ce qu'on peut faire plus dans le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire plus physiquement, qu'est-ce qu'on peut faire plus ensemble. Alors vas-y, Euh, dis-nous tout en avant-première. Ah oui, après quand c'est plus enregistré. Non, Ok. mais voilà, il faut sans cesse se remettre en question pour essayer d'être meilleur. Et c'est hyper important. Après, pour basculer du coup sur la deuxième question par rapport à moi, je fais une entrée dans la compétition qui n'est pas bonne. Je me sens pas du tout en phase avec ce que j'avais envie de mettre par rapport aux performances que je délivre sur le premier match. Un peu déçue finalement qu'ils me fassent confiance et que moi, j'arrive pas à répondre présente totalement. Donc, j'ai eu des rôles différents pendant la compétition, puisque du coup, j'ai fait 3 matchs. Le reste, je les ai regardés. Je me suis entraînée avec les filles. Donc, en fait, moi, mon objectif, c'était de rester focus, quel que soit mon rôle, pour être présente au bon moment. Voilà, parce que on a un groupe de 20, on est 3 ailières. Et il faut toujours se sentir concerné, toujours être dans le projet, puisque on joue pas. Enfin, bien sûr que je joue pour moi, mais je joue d'abord pour l'équipe de France. Je suis ici pour apporter ce que j'ai à apporter pour donner à l'équipe ce qu'il faut au bon moment. Mais Par rapport alors, à, voilà, dis-moi. c'est une question ouais, qui peut-être peut piquer un peu, mais voilà, comment t'encaisses, quoi? Parce que bon, j'imagine que tu l'as dit, hein, tu sens sur le match que t'es pas performante. Bon, bah, tu sais que il y a une chance que ça soit Pauline et pas toi sur le prochain. Voilà, comment t'appréhendes ça? Alors, oui, on peut toujours dire c'est la réalité du sport de haut niveau. Maintenant, on reste des humains, quoi. J'imagine que ça doit être difficile à appréhender. Mais toi, tu arrives Ouais. à tout de suite, quand même, par rapport à ce que tu as dit, tu arrives quand même tout de suite à dire, ben, peu importe, je suis là et j'encaisse et j'avance, Bien quoi. sûr que non, c'est pas le monde des bisounours. Et puis au moment où il le dit, je me dis, ah, ben, c'est pas grave, je vais faire tout ça. Mais voilà, forcément que quand on te dit que tu ne joues pas et que tu sais que toi, t'as pas mis en œuvre tout ce que tu avais à donner pour cette équipe, ben, tu t'es frustré. Mais moi, j'étais plus déçue. En fait, j'étais pas frustrée, j'étais un peu déçue de moi-même parce que j'avais vraiment cette volonté d'apporter plus que ce que j'ai donné. Après, c'est un match. Et le but d'avoir 3 ailières, c'est de prendre les ailières qui sont le plus performantes sur le moment. Donc finalement, c'était normal que je tourne, puisque pourquoi se priver d'avoir les meilleurs du moment? Euh,
voilà, c'est la réalité du sport de haut niveau. Tu dis, mais c'est bateau, mais c'est la vérité. On est au service d'une équipe. C'est pas comme au club où bon, on se forme en même temps. Non, là, c'est la performance au service du collectif. C'est maintenant. Donc, voilà, après, il faut penser, bien sûr qu'il faut penser à pourquoi et pour essayer de bosser, pour continuer à travailler, puisque je m'entraînais avec les filles, j'avais des séances, quand elles jouaient, j'avais des séances le lendemain, et aussi apporter différemment, puisque un groupe de 20, si on est un groupe de 20, c'est aussi pour quelque chose, et que je joue ou que je joue pas, c'était important que moi j'apporte ma petite Lucie, quoi. Donc voilà, rester focus et se dire que on peut rentrer à tout moment. Donc t'as pas le temps, il faut que tu penses au collectif, il faut que tu penses au groupe. Et j'ai la chance d'évoluer avec deux filles qui sont hyper sympas. Je connaissais, j'ai fait ma première compétition avec Alicia, du coup, parce que c'était sa première aussi, et on s'est super bien entendu. Pauline, je la connaissais pas, vraiment, je la connaissais pas du tout, et elle est Est-ce que super Pauline, cool. tu t'es toujours retrouvée à la remplacer parce que, enfin, ça s'est toujours trouvé comme ça en fait. Ouais, on a fait notre premier binôme là pendant l'Euro. D'accord. Mm. Et bien sûr qu'être trois, c'est peut-être une pression en plus. Mais voilà, quand tu arrives en compétition, vraiment, tu switches en fait. Tu es là Mm. pour faire gagner l'équipe de France. C'est comme ça. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai de la chance d'être avec deux filles avec qui, enfin, franchement, elles sont trop cool, quoi. Tu vois, Ouais. donc j'ai pas de. Bien sûr que je joue j'ai envie de jouer, mais je veux dire, il n'y a pas de concurrence malsaine. C'est être la meilleure. En fait, c'est ça. Moi, c'est ce que je répète tout le temps, c'est je veux être la meilleure version de moi-même. Et ensuite, c'est pas moi qui décide. Voilà. Par rapport à ça, là, par rapport à ce groupe France, là, j'imagine que vous n'avez pas toutes le même statut. Alors, c'est qui les taulières dans ce groupe? C'est qui les patronnes? Et comment elles arrivent? Je ne sais pas si c'est explicable, hein, mais moi je trouve que cette équipe de France, elle a vraiment une chouette image. Elle renvoie vraiment une chouette image d'énergie collective, voilà. Et notamment, on l'a vu, moi j'ai des images fortes hein, sur le match contre l'Espagne qui compte pour du beurre et vous êtes tout à bloc et tout le monde supporte tout le monde, quoi. Et franchement, voilà, donc c'est les anciennes qui amènent cette énergie-là et où ça se transmet de génération en génération. Enfin voilà, comment. Je sais pas si c'est explicable. Ouais, c'est un peu difficile. Bah forcément, c'est comme tout groupe. Il y a l'expérience des plus anciennes, comme Grazia Didona, comme Béatrice Edwidge, comme Laura Flip, qui ça fait un moment est en équipe. Enfin, Chloé Valentini, ça commence aussi à faire. Enfin, il y a, il y a, il y a, il y a quand même beaucoup d'expérience dans ce groupe et à la fois, il y a beaucoup de jeunesse. Il y a beaucoup de jeunesse aussi, comme des filles comme moi qui ont peu d'expérience internationale et on se retrouve pour le même objectif, c'est gagner. Donc, euh, quand on est en compétition et même en stage, c'est comment faire pour amener l'équipe à être à son meilleur niveau. Donc, je sais pas comment je pourrais. La clé quelque part, c'est ça, ouais, tu viens de le dire, après quel que soit le résultat, mais c'est que vous êtes toutes focus faut faire gagner l'équipe, quoi. Ouais, Faut c'est faire ça. gagner Et l'équipe, quoi. chacune apporte. Alors bien sûr qu'il y a des rôles différents et je pense que c'est hyper important aussi parce que c'est un peu la diversité qui fait qu'une équipe peut marcher aussi. Il Ouais, faut avoir un... c'est l'acceptation du rôle de chacune. Ouais, tout simplement, c'est qu'est-ce que moi je dois apporter à cette équipe, qu'est-ce que je peux apporter et quelles sont mes qualités handballistiques que je peux intégrer à cette équipe pour, euh, pour amener quelque chose. Puis voilà, on est sélectionné pour nos qualités, pour nos spécificités, et ensuite c'est à chacune de les mettre à profit au sein de l'équipe et créer un collectif qui marche. Ok, très bien.
Ben, moi, j'ai une question là qui est plus, voilà, pour le coup, sur l'air du temps, sur les informations qu'on vient d'avoir. Bon, bah, tu pars à Metz l'année prochaine. Tu finis, c'est ta dernière saison à Besançon. Euh, J'imagine que tu vas vouloir, voilà, honorer de la meilleure des manières. Et c'est un chouette club qui t'a accompagné parce que voilà, on sent quand tu parles de Besançon que voilà, c'est un club auquel tu es attaché. Mais tu fais quand même le choix de partir à Metz. Oui. Alors oui, je pars, je vais à Metz, voilà, je vais tout donner pour cette fin de saison comme j'ai toujours fait parce que voilà, les contrats on se signe de plus en plus tôt, mais il reste pas mal de mois. On s'est qualifié il y a quelques jours pour la Coupe d'Europe, donc on va avoir un calendrier très chargé et très intéressant après les fêtes de Noël. Donc voilà, j'ai vraiment envie de continuer à prendre du plaisir avec mes copines, puisqu'il y a beaucoup de monde ici que j'apprécie beaucoup. De donner à ce club encore pendant le temps que j'y suis toute ma volonté et tout ce que j'ai à donner. Après, j'ai pris la décision de partir aussi parce que ça fait 6 ans que je suis à Besançon, que j'ai envie de jouer la Ligue des Champions, que j'ai envie de découvrir un autre club, que Metz aujourd'hui a la chance enfin la chance, non, parce que c'est un palmarès et c'est du travail, mais d'avoir vraiment de belles ambitions et que bah, j'ai vraiment envie en fait d'aller prendre ce chemin-là et de voir bah, comment ça marche un calendrier avec des matchs pardon, de Champions League et de jouer tous les 2 jours tout le temps. Qu'est-ce que c'est de, euh, de rencontrer finalement, c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps à quelqu'un, c'est rare que je rencontre en Coupe d'Europe, même si je rencontre, des personnes que je rencontre en sélection internationale. Mm. Et c'est vrai que la Ligue des Champions, ça peut m'apporter en tant que joueuse, ça peut m'apporter aussi en tant que, que joueuse dans l'international, puisque je vais rencontrer des gens qui jouent en équipe nationale aussi. Donc Ouais. c'est hyper enrichissant et en fait j'ai hâte aussi tout simplement de vivre une nouvelle aventure, puisque j'ai fait 8-9 ans à Plante-Cuq, 6 ans à Besançon et je pense que voilà, il est temps pour moi de sortir peut-être de ce petit confort que j'ai à Besançon, de vie, d'expérience pour aller vers quelque chose de différent. Tout à l'heure, tu l'as évoqué à demi-mot là quand tu parlais des revenus des handballeuses, quand on parlait du cursus scolaire et comment construire son avenir et comment construire son après-carrière. Quel regard tu as, toi, bah voilà, sur la place du sport féminin dans son ensemble, du handball féminin de manière un petit peu plus en particulier, voilà, notamment, moi j'entraîne, voilà, pour ma part, j'entraîne une équipe féminine. Et ben, je sais que bah, pendant la compétition européenne où tu étais, hein, je demandais aux petites si elles regardaient les matchs. Et puis au final, bah, ouais, c'est pas si facile que ça de voir les matchs parce que ben, si t'es pas abonné aux bonnes chaînes, et ben, c'est difficile de voir Lucie Granier jouer, quoi. Et donc voilà. Donc, comment voilà, quel regard tu as sur tout ça? Écoute, alors ça serait compliqué de... Je vais essayer d'être un peu brève parce qu'on pourrait en parler pendant des heures de tout ça. Mais c'est vrai que, à mon sens, le sport féminin commence à prendre beaucoup plus d'ampleur. Et voilà, il y a beaucoup de grandes sportives qui parlent et qui essaient de faire parler à travers certains médias pour réussir à être plus médiatisées, plus reconnues, mieux payées. Donc ça avance, mais c'est pas encore du tout alors à l'échelle des hommes déjà. Mais si je parle du handball féminin, je pense que c'est hyper important déjà comment je vais dire ça, de continuer à se battre pour le médiatiser encore plus, avec déjà pour les championnats, avec Handball TV, avec un prix accessible
C'est quelque chose d'hyper important et qui aide aussi le handball féminin à se faire voir. Il faut donner aux gens, il faut donner envie, pardon, aux gens de voir du handball féminin. Et c'est vrai que gagner permet aussi d'ouvrir ces portes-là. Et ces dernières années, par exemple avec l'équipe de France qui a remporté la médaille aux Jeux, je veux dire, on ne peut pas se plaindre que la France n'existe pas. Ah, non. Et c'est vrai que parfois c'est compliqué puisque on n'est pas retransmis sur des chaînes avant la finale. Et c'est quelque chose, euh, je pense, de compliqué parce que pour faire aimer un sport, il faut le montrer. Pour montrer que on aime ça, il faut y avoir accès. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue de oui, mais il faut gagner, oui, mais si vous ne nous montrez pas. Donc voilà, nous on fait les efforts pour essayer de faire des championnats qui tiennent la route, d'essayer de trouver des fonds. Donc il faut que les structures soient plus accompagnées, il faut plus d'argent, il faut plus de médiatisation et il faut voilà, donner aux petites filles l'envie de réaliser leurs rêves. Et comment on amène des petites filles à se dire ah mais moi je veux faire ça, c'est en nous voyant. Donc je pense que la médiatisation est hyper importante et qu'on n'est pas là où on voudrait être, mais que ça avance et que j'espère bientôt. Je pense que ça va être long, hein. Ça va être long, c'est un long combat et la place de la femme dans le sport, ça évolue, mais on peut pas dire que on peut pas parler d'égalité homme-femme, déjà. Mais on y travaille. Il y a des gens qui bossent, des hommes et des femmes qui bossent pour la place de la femme dans le sport. Et c'est hyper important de donner envie aux petites filles de devenir ce qu'elles ont envie d'être, tout simplement. Ok, j'ai une dernière question voilà, qui concerne un peu plus notre projet qui s'appelle Succès au féminin, dans lequel tu as décidé de t'engager en étant ambassadrice de notre projet. Voilà, pourquoi tu as décidé de nous rejoindre déjà, voilà, et puis voilà, un petit mot voilà, par rapport à notre projet, voilà, qu'est-ce qui a suscité ton intérêt par rapport à ça? Je suis une femme, je suis sportive et c'est vrai que maintenant que c'est mon métier, puisque je vis de ma passion, je vis du sport, je peux vraiment voir les travers et les, les, les difficultés pour, euh, pour une femme d'avoir une vie stable. Il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte parce que enfin, c'est un sujet tellement long, mais je veux dire, on est des femmes, c'est nous qui allons porter la vie, donc comment on gère une carrière, comment avec un salaire qui n'est pas égalitaire à ceux des hommes, on peut investir pour après. Donc ce projet, c'est un peu le cri du cœur sur les valeurs les valeurs que je porte en fait, c'est montrer que le sport féminin est intéressant, montrer que tout le monde peut faire du sport, qu'on soit petite, qu'on soit grande, qu'on ait des formes ou qu'on soit un peu plus mince. Ça aussi, c'est important et je pense que quel que soit je sais pas comment je peux dire ça, mais c'est déjà j'ai trouvé l'initiative hyper importante parce que alors, c'est un club amateur où on forme les jeunes filles, parce que finalement, c'est vous les bases qui nous aident à évoluer, c'est vous. C'est tous ces clubs qui nous accompagnent de notre plus jeune âge pour nous former, pour partir dans ces pôles, dans ces centres de formation. C'est hyper important que dans toutes les structures, euh, les petites filles aient conscience que tout le monde peut faire du sport et n'importe quel sport déjà. Voilà, c'est vous, vous êtes, je sais plus comment on dit, c'est quoi le mot, la pouponnière, la pépinière, je sais plus, des sportives de haut niveau de demain. Donc c'est important de donner des valeurs, de respecter la femme et de respecter son travail.
et de montrer que la place de la femme est importante. Voilà, c'est vraiment un projet que je trouve hyper intéressant et hyper constructif et qui peut peut-être amener aussi à en faire plus parler. Donc ouais, je suis très fière et très contente que déjà vous ayez pensé à moi et je te remercie. Et je suis très contente aussi des projets pardon, qui sont mis en route, puisque un projet c'est bien, mais ça nécessite des actions et vous les faites et c'est ça que je trouve sympa aussi. Bon, eh bien, merci beaucoup, Lucie, de ton temps. Donc, voilà, on va arriver à la fin de notre première interview. Là, c'était la première de notre série qui va nous accompagner jusqu'à la fin de la saison, jusqu'au mois de juin. Voilà, donc le mois prochain, il y en aura une autre. Donc, je laisse la surprise de savoir qui ça sera. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup de ton témoignage, très riche, très enrichissant. Il y a vraiment eu, voilà, vraiment beaucoup de messages qui me parlent à moi. Donc j'espère que ça parlera aussi, voilà, aux femmes, aux jeunes filles. Et donc voilà, donc merci beaucoup par rapport à ça. Puis voilà, une bonne fin de saison, mais et nous, de toute manière, bah voilà, on est en lien avec notre projet et donc on va se savoir régulièrement, voilà, juste d'ici à la fin de la saison. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi et puis merci à Succès au féminin déjà. Et à très vite, puisqu'on a plein de projets qui arrivent. Donc voilà. Merci beaucoup.